Bonjour, je suis heureux en tant que chef du Centre cardiovasculaire du CHUM de vous accompagner tout au long de cette présentation. Nous avons produit ce document vidéo afin de vous informer sur la maladie coronarienne, vous sensibiliser à ce qu'il faut faire en cas de symptômes et vous montrer par le témoignage de patients comment vivre en santé suite à un épisode d'angine ou d'infarctus. Donc, j'étais en voiture l'après-midi. Et à ce moment-là, au moment où je conduisais, j'ai eu subitement comme un malaise au niveau thoracique, assez pour vraiment là, me stresser. Et rapidement, il y a eu comme quelque chose qui a irradié au niveau des bras et la mâchoire. Encore trop de gens souffrent de l'infarctus. Les statistiques démontrent que 75 000 personnes en sont victimes chaque année au Canada. Depuis les 10 dernières années, les traitements de l'infarctus se sont grandement améliorés et la mortalité attribuable aux maladies cardiovasculaires a graduellement diminué. Aujourd'hui, 90 % des gens survivent à un premier infarctus. Alors, je suis revenue chez moi et ça s'est pas placé. En fait, ça a duré... Ça m'a pris quelques heures avant d'appeler le 911. Je voulais pas aller à l'hôpital, en fait. Et je me disais toujours, ça va arrêter, ça va arrêter. Et ça faisait comme une vague dans la douleur, dans le fond. Et à chaque fois que ça revenait avec plus d'intensité. Et ça a été en amplifiant tellement qu'à un moment donné, j'ai su que je devais appeler parce que là, je commençais... je voyais plus, j'avais de la misère à entendre. Et vraiment, là, c'était les soirs froides et j'avais plus de force. Je ne pouvais plus me conter d'histoire, là. La maladie coronarienne est causée par l'athérosclérose. L'athérosclérose est un épaississement et un durcissement des parois des artères causé par une accumulation de cholestérol, de débris de cellules et de calcium qui forment une plaque sur la paroi interne des artères. Ces plaques entraînent des rétrécissements dans le diamètre des artères. Lorsque le rétrécissement est suffisamment important, des douleurs à la poitrine peuvent apparaître, particulièrement lors d'efforts physiques. C'est ce que l'on appelle l'angine stable. L'angine ne cause pas de dommages aux muscles cardiaques. Et au moment où j'ai appelé le 911, ça reste pour moi un moment très difficile. Oui. Venez-vous-en parce que je pense que je suis en train de mourir. Vraiment, la douleur était terrible. Comment savoir si ce que vous ressentez est de l'angine stable ou un infarctus? Dès votre arrivée à l'urgence, un électrocardiogramme et des prises de sang seront faits. Ces examens permettront au cardiologue de préciser si une de vos artères coronaires est partiellement ou complètement obstruée. Si ces examens indiquent qu'une de vos artères est partiellement obstruée, des médicaments vous seront administrés et le cardiologue évaluera avec vous la possibilité de procéder à une coronarographie dans les 48 prochaines heures afin d'évaluer l'étendue du blocage et du traitement le plus approprié. De chez moi, on m'a amené à Charlemagne, à l'hôpital Charlemagne. Et c'est ça, rendu là-bas, en fait, il y a quelqu'un qui a demandé est-ce qu'elle est stabilisée. Un médecin qui est passé, il dit non, elle n'est pas stabilisée du tout. On l'envoie à l'Hôtel Dieu. C'est pour un cas d'urgence. OK. Oui, docteur Mansour. OK. Juste des colonnes inférieures. OK. Qu'est-ce que vous avez donné comme médicament à date? Parfait. Elle n'est pas allergique à l'iode? Elle part là? Parfait, on l'attend. La salle est en attente. OK. Merci, bye. Et ils m'ont ramené tout de suite en ambulance à l'Hôtel Dieu. Si l'électrocardiogramme démontre que vous êtes en infarctus aigu, c'est-à-dire qu'une de vos artères est complètement obstruée, le temps compte. Nous procéderons à une coronarographie afin de localiser le blocage,
puis à une angioplastie qui consiste à venir débloquer l'artère avec un ballonnet et à déployer un tuteur ou un stent dans l'artère afin d'éviter qu'elle ne se rebloque. Bonjour. Bonjour, Madame Vallière. Dr. Mansour, cardiologue. Comment ça va la douleur maintenant? C'est très douloureux. C'est très douloureux. Ça fait combien de temps que ça a commencé? Cet après-midi. OK. Alors, comme vous savez, là, vous êtes en crise cardiaque. Il y a une artère qui est bouchée. On suspecte que ce soit l'artère sur le côté droit du cœur. Alors, on va appliquer une artère au poignet pour se rendre au cœur. Allez retirer le caillou et ouvrir votre artère. OK? Il est très important, comme Jean vous a dit, de ne pas bouger pendant la procédure. OK? On fait le plus vite possible. Et c'est là que le médecin, ça c'est le souvenir que j'ai le plus franc, le médecin qui me dit « Faites-vous-en pas », il m'a touché un bras, il dit « Faites-vous-en pas, quand je vais avoir fini, votre douleur va vraiment diminuer. » Aussitôt qu'on aspire le caillou, Mme Vallière, vous allez vous sentir mieux. Ça, pour moi, ça a été, je pense, la petite lueur d'espoir que dit est-ce que ça se peut? Parce que je me laisse... C'est comme si je partais. J'aimerais vous sentir mieux maintenant, Mme Vallière. Le sang coule très bien dans l'artère. On vient de la débloquer. On va aller poser le stent, comme je vous ai dit. On va à l'endroit où il y avait le blocage. Le caillou est retiré et le sang coule bien dans l'artère maintenant. Pour moi, c'était le miracle. ACT. Parfait. Ça va? Faites attention à vous, là. OK? Allez, bonne chance. Donc, on va appeler préposé, puis on va aller chercher votre civière, puis on va remonter à l'unité coronarienne. OK? Bonne chance, madame. Les principaux facteurs de risque pour développer une maladie coronarienne sont le tabagisme, l'hypertension artérielle, l'hypercholestérolémie, le diabète, l'obésité, un régime alimentaire riche en matières grasses, le manque d'exercice régulier et, dans une moindre mesure, le stress. L'âge est un facteur de risque. Plus vous avancez en âge, plus votre risque d'avoir une maladie coronarienne augmente. Il en est de même si vous êtes un homme de plus de 55 ans ou une femme ménopausée. L'hérédité est aussi un facteur important à considérer. Vous êtes plus à risque si dans votre famille, un parent au premier degré, c'est-à-dire votre père, votre mère, votre frère ou votre sœur, a fait de l'angine ou un infarctus avant l'âge de 60 ans. Revoilà, Madame Vallière. Je viens prendre vos signes vitaux. On va juste faire votre pression pour commencer. Aujourd'hui, je réalise que ça a commencé une bonne année avant, là. Au moins. Puis ça va? Oui. Oui. Oui, vous n'avez pas de douleur présentement? Non. Non? OK. J'ai su que mon cholestérol était élevé. Vous faites du cholestérol. J'ai vu ça dans votre dossier. Là. Votre taux de cholestérol est assez élevé, hein? Ben, je savais pas, là, Vous qu'il était saviez si pas? élevé, là, mais... Ça va être bien important de prendre la médication que les médecins vont vous prescrire. Puis aussi, à la fin, là, on est en phase plus critique. Votre pression est super belle en passant. Vous allez voir une nutritionniste, elle va vous donner plein de conseils sur l'alimentation puis tout ça pour aider à diminuer votre taux de cholestérol. Dans la maison, j'étais essoufflée à faire des petites choses. Mes chambres sont à l'étage. Alors, bon, monter, descendre, j'ai l'habitude de monter un rythme rapide si c'est pas en courant. Et là, je pouvais difficilement faire ça. Est-ce que vous faites de l'exercice, vous? Oui. J'avais recommencé à m'entraîner, là, depuis quelques mois. Mais c'est super, ça va vous aider à reprendre mieux. Ça aide à diminuer le stress, ça aide à diminuer la fréquence cardiaque, ça aide à diminuer le risque de récidive d'une maladie cardiaque. Sans aucun avertissement, un matin, je me levais, zéro énergie, douleur, malaise. Ensuite, est-ce que vous fumez, vous? Oui. J'ai jamais fumé en paix, comme on dit. Je savais, j'avais des problèmes pulmonaires, moi. Fait que j'arrêtais de fumer, mais je n'étais pas capable de rester arrêté. Vous savez que même au bout d'une semaine, il y a déjà des effets qui se font sentir, des effets positifs d'avoir arrêté de fumer. Puis au bout d'un an, les risques de maladies cardiaques sont vraiment de beaucoup diminués. Le tabac est un fléau pour la coronaire, l'artère qui nourrit le cœur, et en fait, c'est un fléau pour tous les vaisseaux, particulièrement parce que le tabac interfère avec la fonction endothéliale.
L'endothélium, c'est la petite membrane qui recouvre l'intérieur des vaisseaux et permet à ces vaisseaux de s'adapter, de se dilater, de se lubrifier convenablement. Et cette membrane, la fonction de cette membrane, c'est aussi d'empêcher les déchets de s'accoler à l'intérieur des vaisseaux. Alors, les gens qui fument altèrent, si vous voulez, les propriétés de cette petite membrane-là. Et à la longue, l'athérosclérose progresse et les vaisseaux se bouchent progressivement. Et l'infarctus ou les maladies vasculaires progressent et surviennent. Allô, Diane? Allô, ça va? Ça va bien, vous? Oui, ça va bien. Es-tu contrôle? Oui. Avez-vous un travail stressant, vous? Non, c'est plus j'ai vécu différents stress, des gros stress là, depuis le décès de mon mari. Là. OK. Puis à un moment donné, vraiment, là, physiquement, j'arrivais plus, là. J'avais plus d'endurance non plus au stress. Vous savez que le stress est un gros facteur de risque aussi de maladie cardiaque. Important. Je commence à voir ça, là. Parce qu'à un moment donné, on ne peut pas toujours subir des revers. Bon, je pense que j'étais quand même assez forte, mais il reste que j'ai sous-estimé l'impact, en fin de compte, intérieurement, de tout ça. Donc, je vais revenir vous voir tantôt en compagnie de Dr Laramie et Julia, la résidente. Parfait? Okay. À tantôt. Bye-bye. Madame Vallière ne présentait pas de diabète et le diabète est un facteur de risque majeur pour le développement, la progression d'une maladie cardiaque et de toutes les maladies vasculaires en général. Le diabète interfère avec différentes fonctions de l'organisme. Le diabète favorise l'athérosclérose. Le diabète interfère avec la fonction des plaquettes, qui sont des substances sanguines qui, lorsque mal stimulées, peuvent former des caillots. Bref, le diabète est un facteur dont il faut tenir compte de façon agressive dans le traitement et le suivi de la maladie cardiaque. Allô, Julia? Bonjour, Dr Laramie. Ça va? Oui, vous? Oui. On est prêt? Oui. Good. Bonjour, Madame Vallière. Bonjour. Moi, je suis le Dr Laramie. Bonjour, docteur. On est une équipe. Julia. Bonjour. Résidente senior. Virginie, que vous connaissez déjà. Bonjour. Oui. Comment ça va ce matin? Ah, je suis maganée. Maganée. Oui. Sonné. Sonné, débalancé. Oui, c'est un petit peu normal, ça. Quand on n'a jamais été malade puis qu'on fait un infarctus, les gens nous disent ça souvent, là, qu'ils sont un peu déboussolés. Est-ce qu'on a sur le dossier? Oui. Quand on fait un infarctus, madame, là, habituellement, c'est parce qu'il y a un caillot qui bloque la lumière, l'intérieur d'une des artères du cœur. Vous, dans votre cas, l'artère qui était bloquée, c'est la coronaire droite. OK. Cette coronaire droite-là, elle amène le sang à la portion inférieure de votre cœur. Au moment où le caillot était là, la partie inférieure de votre cœur a manqué de sang. Et il est probable, il est même certain, que certaines cellules à l'intérieur de cette portion inférieure-là n'ont pas pu survivre sans l'apport de sang. OK. Alors, quand vous êtes arrivé, on a dilaté cette artère-là. En fait, je vais vous montrer, là, comme une image vaut 1000 mots. Vous allez mieux comprendre. Il y a 3 artères. La gauche ici qui se divise en 2, puis la droite. Vous aviez 2 blocages sur la coronaire droite. OK. Et ce qui s'est passé au moment de la coronarographie et de la dilatation, c'est qu'on a introduit à l'intérieur de votre artère un petit cathéter, une espèce de petit tuyau flexible muni d'un ballonnet sur lequel on avait inséré un tuteur et on a déployé un tuteur ici et un tuteur là pour ouvrir l'artère, se débarrasser du caillot et permettre au sang d'aller irriguer toute la portion inférieure de votre cœur qui souffrait à ce moment-là. Ça reste ouvert, ça? Ça reste ouvert. Ça reste ouvert. Vous, on vous a mis ce qu'on avait de meilleur comme tuteurs, des tuteurs médicamentés. Ces tuteurs-là sont excellents. Il faut prendre des médicaments par la suite pour empêcher les caillots de se reformer à l'intérieur des tuteurs. Et ces médicaments-là, vous en prenez actuellement et vous allez en prendre longtemps. Puis on va vous expliquer
beaucoup de choses là-dessus, et entre autres sur le fait qu'il ne faut pas les arrêter, ces médicaments-là. Vous permettez que je vous examine? Oui, certainement. C'est sûr, on m'a donné des prescriptions et on m'a expliqué vraiment la raison pour laquelle je devais prendre ces médicaments. Pas il était mieux, je devais prendre ces médicaments-là. Oui, je pense que ça va bien. Je pense qu'elle a été pas mal chanceuse. Quand même, 7 heures de douleur. Puis, a priori, là, j'ai l'impression que ça va être un petit infarctus. Oui, tout à fait. L'électro est pratiquement normal ce matin. Presque pas d'onde. Les médicaments, on est-tu correct? Je pense qu'elle a tout. Ses antiplaquettaires, sa statine, bêta-bloqueur. On a même été capable de partir un IACA ce matin. Puis, tu comptes la garder combien de temps ici? 24-48 heures. Ensuite, on la transfère sous télémétrie à l'étage. L'écho est déjà demandé. Bon, Mme Vallière, on s'en vient vous transférer sur la civière pour votre congé à l'étage. Nathalie va y aller avec vous. Voilà, je vais vous donner le dossier ici. Et voilà. Prenez soin de Mme Vallière. On se tient de vous. Merci beaucoup. Au revoir. Avant votre congé de l'hôpital, des professionnels vous informeront des modifications apportées à votre mode de vie, des médicaments qui vous seront prescrits et du suivi qui sera requis suite à votre problème cardiaque. Bonjour, Madame Vallière. Bonjour. Je me présente, je m'appelle Caroline, je suis la nutritionniste. Comment allez-vous aujourd'hui? Bonjour, bonjour. Ça va bien, ça va bien. Oui? OK. On m'avait recommandé aussi, au niveau de l'alimentation, donc d'équilibrer, autant au niveau des portions que de mes choix alimentaires, protéines, fruits, légumes, les féculents. Je viens vous voir parce que vous avez fait un infarctus. Oui, oui. Donc, on va regarder un petit peu qu'est-ce qu'on fait à la maison, à l'épicerie, par rapport à cet état ici, là. Donc, dans un premier temps, je vais vous rassurer, dans le sens où la diète que vous allez avoir, il n'y a rien d'interdit. Ah, non? Non, il n'y a rien d'interdit. Tout va être une question de fréquence, de quantité, puis de qualité. Finalement, le cholestérol, c'est une substance grasse qui circule dans notre sang. On le divise en deux, le mauvais cholestérol et le bon cholestérol. Mais qu'est-ce que ça veut dire dans une assiette équilibrée, finalement, là? Parce que c'est pas facile. Non. Donc, on va essayer de diminuer tout ce qui est gras animal. Gras animal, la viande, le poulet, les produits laitiers gras, les huiles tropicales. Okay. Ce qu'on va essayer d'augmenter aussi, c'est les fruits et légumes pour augmenter nos fibres. Comme je l'ai dit, on essaye d'augmenter nos fibres. Donc, le plus de fruits et légumes, ça va nous aider à diminuer le mauvais cholestérol. Okay. Et ensuite de ça, ce qu'on va choisir dans les féculents, les produits céréaliers, ça va être les produits les plus riches en fibres. Alors, comment ça s'agence dans notre assiette? Nos viandes et substituts, on va essayer d'avoir la paume de notre main. Ça, c'est notre portion régulière, d'accord? Okay. La paume de la main, puis l'épaisseur aussi. OK. OK? Pour ce qui est de produits céréaliers, on va essayer d'aller chercher 1 point. D'accord? Donc, à peu près une tasse. La totalité. OK. Oui. Ah, oui, OK. Puis, en fait, pour les légumes, on va essayer d'aller chercher le double de la portion, donc 2 points. Ça va être ça. Ça, c'est notre assiette équilibrée. Il y avait une chose que je savais pas, par contre, au niveau des lipides. Je surveillais toujours ça, mais c'était les lipides totaux. Maintenant, c'est les lipides saturés, les gras saturés. Moi, je vérifiais les gras trans, mais pas saturés. Ça fait toute la différence, pour moi. J'ai entendu dire aussi que vous avez de l'hypertension. Oui. Donc là, on va regarder un petit peu tout ce qui est sodium, tout ce qui est sel, dans le fond. Okay. Les recommandations pour le sel, c'est de diminuer la salière à la cuisson et de la stopper, de l'arrêter à la table. D'accord? Dans les ingrédients, par portion, il y a la petite étiquette en arrière où je suis habituée, c'est automatique maintenant, je vérifie. Bon, premièrement, c'est sûr, au niveau des calories, par portion.
le taux de lipides, de gras là, totaux, mais les gras saturés, le sodium et le sucre. Alors, Madame Vallière, ce qui est important de se souvenir ici, là, c'est que vous avez le pouvoir de contribuer à votre bonne santé cardiovasculaire par le biais de l'alimentation. Ça peut prendre 3 à 6 mois, dans le fond, les changements que vous allez faire au niveau de votre alimentation pour qu'on ait un changement au niveau de votre bilan lipidique ici, là, donc les gras qu'on va mesurer dans votre sang. Tout à fait, oui. Bonjour, Madame Vallière. Bonjour. Vous savez, vous allez avoir votre congé sous peu, alors je vais prendre un moment avec vous pour reviser tout ce qu'on vous a appris ici. Je voulais savoir en premier si vous aviez des questions pour moi. Bien, au niveau de la médication, parce que là, on me les donne, est-ce que je vais avoir autant de médicaments à la maison? Oui, effectivement, on a ajouté des nouveaux médicaments qui sont des médicaments essentiels pour vous et qui vont vous protéger pour diminuer le risque de refaire un autre infarctus. Entre autres, vous avez des médicaments qui, de un, protègent votre cœur. Il y a un médicament pour faire baisser le cholestérol et un autre pour l'hypertension. Vous avez également un médicament dont celui-là, vous n'allez pas nécessairement le prendre sur le long terme. Vous allez le prendre que pour quelques mois et votre médecin va indiquer le nombre de mois exact que vous devez le prendre. Puis ce médicament-là est essentiel pour éviter, vous savez, on vous a mis un stent pour débloquer l'artère de votre cœur, mais on doit donner absolument un médicament pour éviter que le stent s'obstrue ou s'occlue. Ah, ça pourrait arriver? Ça pourrait arriver. D'où l'importance de bien prendre cette médication-là tous les jours, le nombre de mois que le médecin vous aura indiqué. Pour la conduite automobile, est-ce que je vais pouvoir conduire assez rapidement? Une très bonne question. En fait, vous n'allez pas pouvoir conduire pendant 1 mois. Mais par la suite, vous allez pouvoir reprendre la conduite automobile comme à l'habitude, sans problème. Sans problème? Oui. OK. Maintenant, j'aurais aimé ça qu'on parle un peu de l'exercice physique. Comment vous entrevoyez la reprise de vos exercices? Est-ce que ça va être possible pour moi de m'entraîner? OK. En fait, non seulement c'est possible de vous entraîner, mais il faut faire de l'exercice physique et reprendre l'exercice physique. Maintenant, pour débuter dans la prochaine semaine à la maison, important de marcher. Marcher tous les jours, 30-45 minutes par jour, 5 à 7 fois par semaine. Ensuite, ce que je peux vous offrir, c'est je pourrais vous inscrire dans un centre d'exercice physique qui est offert par l'hôpital. Puis à ce moment-là, ils vous évaluent, ils peuvent vous faire un programme d'exercice adapté à votre situation de santé. Ah, ça m'intéresse. Parce qu'au moins, je me sentirais en sécurité là, si je m'entraîne. Encadré, exactement. Oui. J'ai fait le 8 semaines avec l'hôpital et j'ai trouvé ça très difficile. C'était 2 fois semaine. Par contre, c'est là que j'ai compris à quel point j'étais pas à l'écoute de mon corps. En fait, après le programme ici, j'imagine qu'il dure un certain temps. Oui, effectivement, ça dure un certain nombre de semaines. Okay. Mais sachez qu'après, le médecin pourra vous accorder de reprendre l'exercice dans votre milieu, au centre d'exercice que vous fréquentiez avant. Quand je vais être sortie de l'hôpital, est-ce que je vais avoir un suivi avec un cardiologue? Oui, en fait, la journée de votre congé, on va vous remettre un rendez-vous pour un suivi avec votre cardiologue. Le rendez-vous sera dans 1 mois. 1 mois après votre congé, où vous allez revoir le cardiologue. Par la suite, vous aurez toujours un suivi avec votre médecin de famille. Ce qui est important de savoir, c'est qu'on va lui remettre à votre médecin de famille toutes nos recommandations. Okay. Puis, il va être au courant de tout ce qui s'est passé pendant l'hospitalisation. Alors, si tout est beau pour vous, je vais repasser à votre congé. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Bye-bye. Bye-bye. Bonjour, docteur. Comment ça va? Ça va bien. Bien, ça va. Alors, ça fait 1 mois? Oui. On s'est vu? Déjà. Avez-vous eu des malaises quelconques depuis que vous êtes sorti? Non. Pas de douleur dans la poitrine? Non plus. D'essoufflement important? Je suis encore au ralenti, mais j'ai pas d'essoufflement. Palpitations? Non plus. Étourdissement? Non. OK. La cigarette? Écoutez,
Je viens de réussir, ça fait pas longtemps. Et 2 semaines, ça a été extrêmement difficile. les gens sont unanimes quand on leur demande. Ça a été difficile, ça a toujours été une des difficultés les plus grandes dans leur vie, mais je pense que c'est le meilleur coup que vous avez fait. J'imagine que ça a dû vous fragiliser un peu, cette expérience-là. Oui. Vraiment, là, j'aurais jamais pensé faire un infarctus. Quand on fait un infarctus, il y a toujours quelques cellules qui meurent. Des gens qui font des gros infarctus, il y a des gens qui font des petits infarctus. Mais dans votre cas, le fait d'avoir ouvert les artères puis restauré le flot dans vos artères coronaires a fait que la pompe, le cœur, fonctionne maintenant presque normalement. Là. Alors, on vous a pris, on a pu, avec les interventions qu'on a faites, les médicaments qu'on vous a donnés, réduire les dommages à un minimum. L'avenir est devant vous. Là. Je pense que c'est important de contrôler vos facteurs de risque le plus possible et puis regarder la vie d'un autre œil. Il faut comprendre qu'après un événement comme celui-là, c'est un traumatisme. On est perdu, j'ai perdu mes repères, je me reconnaissais plus, je comprenais pas, je me disais, est-ce que je suis puni en quelque part de la vie? Cette fragilité que vous avez ressentie, que vous ressentez encore, elle est un peu normale. Il y a des gens qui sont capables de passer par-dessus ça de façon relativement bien, de façon autonome. Il y a des gens qui ont besoin d'aide pour ça. Et si jamais, je veux juste vous dire que si jamais vous aviez besoin d'un support psychologique, nous autres ici, on a ce qu'il faut pour ça. Ah oui? On a des ressources en psychologie qui sont assez extraordinaires. Alors, gênez-vous pas s'il y a quelque chose. Au niveau de la gestion du stress, j'ai eu quelques rencontres avec un psychologue aussi à ce moment-là. Oui, je vais vous examiner. La pression est belle. Parfait. On n'entend plus de traces de fumée là-dedans. Merveilleux. Parfait, Mme Vallière. Écoutez, à l'examen que je viens de vous faire, il n'y a rien d'inquiétant. Votre tension artérielle est bien contrôlée. À l'examen physique, je trouve rien d'anormal. Alors, je pense que, comme je vous disais tantôt, là, on s'en va sur un deuxième souffle, un deuxième élan. Vous allez voir la cardiologie préventive d'ici une couple de semaines qui vont vous suivre pour votre cholestérol et s'assurer qu'on le contrôle adéquatement. Okay. Si jamais vous avez besoin de support supplémentaire pour le tabac, on a une clinique ici de tabagisme ou d'antitabagisme qui peut vous aider aussi. J'ai été à ce groupe-là, bon, j'ai arrêté avec les gens, j'ai recommencé. Ensuite, j'ai été en individuel, j'ai arrêté, bref, mais j'ai arrêté maintenant. Vous devriez prendre rendez-vous avec votre médecin de famille si ce n'est pas déjà fait pour qu'il vous suive sur une base régulière. Et moi, je vais vous revoir dans 6 mois. Si entre-temps, il y a quoi que ce soit, vous me faites signe, vous nous donnez un coup de fil ici, puis on va vous rappeler, puis je vous rappellerai pour vous dire quoi faire. Ce qui est intéressant, c'est que les patients qui se prennent en charge comme ça développent avec moi une forme de partenariat de vie, qui est en fait un partenariat de nouvelle vie. Allô? Bonjour Louise. Ça va? Ça va bien toi? Oui. As-tu changé mon programme? Oui, justement, tu viendras me voir tout à l'heure. On va regarder ça ensemble pour les exercices qui ont été modifiés. Salut Louise. Comment ça va? Je suis vraiment contente. C'est sûr qu'au début, là, le fait de m'inscrire dans la discipline 3 fois par semaine et de la tenir, j'ai cette exigence-là. Je te le remets, là, encore une fois, je retiens mon discours. Là, je suis content de voir le progrès et de voir que tu es assidu dans ton entraînement. Même s'il y a des journées aussi que tu vas rentrer, tu t'es dit non, OK, c'est peut-être pas la journée où je me sens à l'attaque, mais tu es capable de dire à la fin, à tous les fois que c'est diagramme. Puis ça, c'est un gros progrès et c'est des changements de vie que tu dois féliciter. L'important, c'est que je sois ici, même si je suis moins en forme. Ça a fait OK. Fait que même si j'ai plus de misère une journée, le fait d'être ici et de faire ma routine quand même, j'y regarde. On est bravo.
Ça a bien été? Moi, tu sais, je le vois, mais c'est aussi le feedback que j'ai des autres de mon entourage qui me disent que j'ai rajeuni de 10 ans, genre. Tu sais, parce que je suis en forme. Ça marche. Merci. On se voit vendredi. Oui, vendredi. Super. OK, bye. Près de 20 des personnes atteintes de maladies coronariennes risquent de développer une dépression. Suite à un infarctus, il peut arriver de façon transitoire que vous ressentiez des états de tristesse. C'est normal, puisque vous avez vécu un événement qui vous a causé un grand stress. Cependant, vous devez porter attention à des symptômes qui persistent plus longtemps. Si vous ressentez un sentiment de tristesse qui se prolonge plus de 2 semaines ou un manque d'intérêt pour les activités que vous aimez habituellement faire, parlez-en à votre médecin ou un professionnel de la santé. Bonjour, Madame Vallière. Oui, Dr. Lowe. Oui. Bonjour. Bonjour. Votre cardiologue vous a référé à mes services parce que vous avez des difficultés d'adaptation, je crois, suite à l'infarctus que vous avez subi. J'ai fait quelques rencontres avec le psychologue qui était dans l'équipe cardiologie et où on a pu explorer un petit peu plus à fond dans comment je me sentais. Et j'ai ce sentiment-là aussi de vraiment d'être inadéquate, perdue. J'ai peur quand je me retrouve comme ça. Et j'ai surtout peur que ça ne revienne pas. Je me demande si c'est normal, après un infarctus, de se sentir comme ça. Vous avez de la difficulté à vous reconnaître. Tout à fait. Donc, plusieurs patients peuvent avoir de la difficulté, comme vous, à dormir, à retrouver un sentiment de sécurité interne, se demandent si leur corps va les abandonner, s'ils vont refaire un autre infarctus, si les proches vont être là aussi, s'ils ont besoin d'aide. Se demandent aussi s'ils vont être capables d'aller aux rendez-vous médicaux, de bien prendre la médication, de bien modifier leurs habitudes de vie. Donc, il y a toute une panoplie d'informations à intégrer, toute une réalité nouvelle à intégrer, celle du deuil de votre santé intacte, qui peut être tout un défi. Donc, de dédramatiser le fait de me sentir perdue, de me dire comment ça se fait que moi j'ai fait ça. J'avais besoin de dédramatiser ça. Et surtout, que quelqu'un me confirme que c'est normal que je sois inquiète, que je me sente vulnérable. J'aurais le goût de vous dire que c'est important de prendre votre temps, de voir une petite étape à la fois, de ne pas essayer de tout changer en même temps. Premièrement, c'est irréaliste. Deuxièmement, vous risquez de vous décourager puis de tout abandonner, ce qu'on veut vraiment pas. Puis troisièmement, il faut vous donner la chance d'apprivoiser votre nouvelle réalité. L'important, c'est de demander de l'aide, de ne pas rester seul avec vos difficultés, comme vous le faites en ce moment. J'ai changé beaucoup d'attitude dans le sens que je me reprends, je me laisse pas aller dans l'anxiété. J'essaie de prendre conscience, de me dire, OK, relativer les choses. Je dois vous féliciter de m'en avoir parlé aujourd'hui, parce que c'est la première étape vers la guérison. Et c'est une façon de protéger votre cœur, mais aussi votre vie psychologique, vos relations, votre qualité de vie. Je me dis, bon, si je fais... Moi, c'est la partie que je peux faire. Prendre la médication, m'informer, surveiller si j'ai des effets secondaires, puis, bon, y voir. Manger de façon le plus équilibrée possible. M'entraîner, donc bouger, et essayer aussi d'avoir une attitude reconnaissante, je dirais. Reconnaissante d'être vivante, d'avoir eu des bons soins, aussi qu'il existe des programmes avec lesquels on peut se prendre en main. Prends le temps d'y goûter. Demain, tu sais pas. Et c'est correct que demain, je sache pas. Mais goûte-y. Et je peux vous dire que je goûte plus mon moment présent. Quand je pars encore à régler demain, puis après-demain, tu sais pas. J'ai vécu l'expérience que ça peut être transformé à jamais en une journée. Le Centre cardiovasculaire du CHUM vous a donné les meilleurs traitements disponibles pour traiter votre problème cardiaque. Maintenant, c'est à vous de mettre toutes les chances de votre côté afin de prévenir une récidive. Il est important de prendre vos médicaments tels qu'ils vous ont été prescrits.
Vous aurez à changer vos habitudes de vie. Il s'agit peut-être de grands changements dans votre vie. Si vous avez besoin de notre soutien, n'hésitez pas, nous sommes là pour vous aider. Aujourd'hui, je peux dire que cette expérience-là, aujourd'hui, je peux dire ça, c'est peut-être un cadeau de la vie qui m'a amené à devoir arrêter, à devoir reconsidérer qu'est-ce qui fait du sens pour moi maintenant, qu'est-ce que je veux privilégier, quels sont les choix que moi, je veux faire. C'est dans la cinquantaine, donc je ne sais pas jusqu'à quel âge je vais vivre. Et pour moi, c'est peut-être pas ça qui est important, c'est que je veux avoir le goût de vivre. J'aimerais ça être en santé, en forme, j'aimerais ça être libre, autonome. Ça, c'est sacré pour moi.